Chers professionnels, bonjour. C'est avec plaisir et gratitude que nous vous accueillons aujourd'hui pour la 11e édition du Salon de la nutrition de Montpellier sur le thème alimentation, activité physique et bien-être et santé mentale. On nous programme aujourd'hui 4 conférences sur l'éducation thérapeutique du patient, sur l'endométriose, sur les troubles du comportement alimentaire chez l'adulte et sur les maladies cardiovasculaires. Nous sommes aujourd'hui avec Madame Charlotte Filiel, diététicienne au CHU de Montpellier, qui vous présentera la conférence sur l'éducation thérapeutique du patient. Entre chaque conférence, il y aura une interférence de 15 minutes durant laquelle vous allez vous restaurer et rencontrer nos sponsors et partenaires Biocop, Acunic, NutriHealth, Bogdoc et Pois Chiche, que nous remercions d'avoir répondu présent. En début de soirée, vous pourrez assister à une table ronde avec notre parrain, Nicolas Legoff, double champion olympique de volleyball. Et nous conclurons cette soirée avec un apéro convivial pour discuter. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis présente, je m'appelle Charlotte et je suis effectivement diététicienne sur le CHU de Montpellier. J'interviens dans les secteurs de néphrologie et de rhumatologie et aujourd'hui, donc, je fais un petit point sur ce que je fais régulièrement dans les secteurs, l'éducation thérapeutique. Je vais aborder rapidement le cadre légal de l'éducation thérapeutique, à qui s'adresse l'éducation thérapeutique et pourquoi on le propose à nos patients, la place centrale du soignant dans le TP, les étapes rapidement, surtout les outils et les techniques d'apprentissage qu'on propose à nos patients, ce que moi je fais dans ma pratique et les bénéfices qui sont prouvés actuellement de l'ETP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, la définition de l'ETP, c'est quoi? C'est une démarche qui consiste à aider les patients, avec leur accord bien sûr, à parvenir à une autonomie et à une aisance qui le satisfassent dans le cadre de sa maladie chronique. Okay, ça, c'est une définition qui vaut depuis que l'ETP existe. Et le but, c'est effectivement de les aider, ainsi que leurs proches, à comprendre leur maladie, à comprendre leur traitement, à collaborer, à assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge médicale, dans le but de les aider à maintenir et à améliorer leur qualité de vie. Voilà, ça c'est la définition. On a planté le décor, donc vous voyez 1996. Sur le CHU, l'éducation thérapeutique est gérée par l'UTEP, peut-être que certains connaissent, donc c'est un secteur à part entière qui travaille sur l'éducation thérapeutique. J'ai mis quelques petits mots pour expliquer ce qu'ils font, mais il y en a bien d'autres. Ils accompagnent donc les projets d'éducation thérapeutique. Ils forment les professionnels du CHU à l'éducation thérapeutique. Ils font de l'enseignement. Ils accompagnent aussi sur l'IETP. C'est quelque chose aussi qui se démocratise et qui se fait de plus en plus. Personnellement, je n'en fais pas encore. Ils animent tout le réseau Occitanie de l'ETP. Ils développent des partenariats patients-partenaires. Parce que vous savez, maintenant aussi, on intègre de plus en plus des patients au sein de l'ETP. Et ils participent à la recherche scientifique, à la bibliographie. À savoir que sur le CHU, en juin 2024, il y avait 72 programmes d'éducation thérapeutique qui sont proposés, ce qui est quand même pas mal. Ça, c'est pas mal aussi, c'est quelque chose que vous pouvez trouver en fait sur Internet. Tous les programmes d'éducation thérapeutique qui sont proposés près de chez vous, donc c'est pas que sur le CHU de Montpellier, ça c'est des choses que vous pouvez proposer aux patients, etc. C'est pas mal. Le cadre légal dit quoi? Donc, c'est défini dans le Code de la santé publique, l'éducation thérapeutique. Et en fait, ce sont des programmes qui sont faits en équipe pluridisciplinaire, qui sont menés par un médecin. Et les programmes sont à déposer auprès de l'ARS, d'accord, qui fixe en fait un certain cahier des charges. Et donc, il faut déposer ce programme à l'ARS. À savoir quand même qu'actuellement, on n'attend plus d'avoir une autorisation de l'ARS pour démarrer un ETP. Par contre, la déclaration auprès de l'ARS est obligatoire. L'ensemble des intervenants qui font de l'ETP doivent avoir eu une formation relative à l'ETP de 40 heures. Ça, c'est obligatoire aussi. Alors, ça peut être fait par plein de professionnels de santé différents. J'en ai cité quelques-uns, mais il y en a bien d'autres. Des médecins, des infirmières, des kinés, des ergots, des diététiciens, des psychomodes, des orthophonistes, des techs de labo. Enfin, il y a plein de professionnels, des paramédicaux et des médicaux qui interviennent. Également, donc parfois, moi je ne le fais pas, mais on peut proposer à certaines associations qui sont agréées d'intervenir aussi au sein des ETP ou des patients experts. Donc c'est des patients qui ont suivi une formation pour être patients experts. Alors, à qui s'adresse l'ETP? Donc, voilà, c'est pour tous les patients, enfants, adolescents, adultes qui ont une maladie chronique.
Donc c'est assez vaste et assez large. La définition de la maladie chronique, c'est une maladie donc, qui est de longue durée, qui est évolutive et qui est souvent associée à une invalidité ou à des complications plus ou moins graves. Ça, c'est hyper intéressant et c'est hyper important. Ce n'est pas quelque chose qui est choisi ni désiré par les patients, donc il faut en tenir compte. Et ça induit nécessairement des perspectives de changement dans la vie des patients. Donc, pareil, des choses, des contraintes qui n'étaient pas prévues. C'est un déséquilibre, c'est une rupture qui a produit donc une certaine incertitude sur l'avenir et qui représente forcément une sorte de deuil qui est lié à l'état de non-maladie. Alors, en 2012, c'est un peu ancien, mais c'est quand même assez parlant. Il y avait 19 millions de personnes en France qui étaient atteintes d'une maladie chronique. D'accord ? Et donc 13 millions avec une limitation dans la vie courante, donc invalidité. Donc c'est énorme. Pourquoi on propose le TP à nos patients ? Donc on l'a dit dans la définition, c'est pour aider les patients à accueillir et à maintenir des compétences qui sont liées à leur maladie, des compétences dont ils ont besoin pour mieux gérer leur vie avec cette maladie chronique. D'accord ? Ces compétences, elles sont de deux sortes. Acquisition et maintien de compétences d'auto-soin. Ou mobilisation ou acquisition de compétences d'adaptation. Là, on a tout dit. C'est-à-dire mieux appréhender sa maladie chronique, soulager éventuellement des symptômes qui y sont associés, réaliser des gestes techniques et de soins, par exemple, comment on fait un dextro, comment on fait une injection d'insuline, comment on fait un pansement, etc. Pour le cas du diabète, mais il y a plein d'autres exemples. Se connaître soi-même, avoir confiance en soi, donc tout le volet psychologique. On travaille énormément avec les psychologues dans les secteurs où j'interviens. Savoir adapter les traitements. Donc, par exemple, typiquement, un patient qui fait une crise de goutte, qui a une prescription pour de la colchicine, et en phase aiguë, est-ce qu'il va savoir prendre son traitement, qu'est-ce qu'il va prendre en phase chronique, etc. Tout ça, c'est l'éducation thérapeutique. D'accord ? Savoir gérer ses émotions et son stress, qui sont tout ça liés à sa maladie chronique, et prendre des décisions face à des problèmes. Je suis en phase aiguë, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'appelle le secrétariat, mon médecin traitant ? Est-ce que je vais aux urgences, etc. Voilà, ça c'est de l'éducation aussi thérapeutique. Bon, ça c'est une slide que j'ai pris je ne sais où, mais que je trouvais qui était pas mal. Donc voilà, le TP c'est agir sur sa santé, comprendre sa maladie, trouver des solutions et avoir des compétences, développer des compétences. D'accord ? Donc, auto-soin et adaptation avec sa maladie chronique. Alors, le rôle du soignant. Hyper important le rôle du soignant. Donc, la première phrase est très importante. Le soignant doit renoncer à guérir. D'accord ? Le soignant n'est pas là pour guérir un malade qui a une maladie chronique. Le soignant doit accompagner cette maladie chronique. Il faut convaincre le patient de suivre un traitement au long cours et d'adapter ses habitudes alimentaires en ce qui concerne la diététique, même en phase asymptomatique de la maladie. D'accord ? Je n'ai pas de symptômes, je ne suis pas malade. Ce n'est pas vrai, vous avez une maladie chronique, il faut prendre vos traitements. Si vous ne prenez pas votre traitement, votre maladie va évoluer. Ça, il faut le faire comprendre aux patients. Le soignant doit avoir évidemment des compétences relationnelles, des compétences pédagogiques, d'accord ? Savoir expliquer au malade pourquoi. Donc, il faut dire que le malade ait pris sa maladie et pourquoi en fait il doit prendre ses médicaments. Animation évidemment, méthodologie, organisation, et des compétences biomédicales et de soins. La logique des soignants tend à adapter le patient à sa maladie, donc c'est ce que j'ai dit au début, sauf que le patient, lui, ce qu'il veut, c'est plutôt adapter sa maladie et son traitement à son mode de vie. D'accord ? C'est-à-dire que lui, au départ, il y a quand même beaucoup une phase de déni. Et donc, nous, notre travail de soignant, c'est quoi ? C'est trouver un compromis entre ce qu'on veut nous, en tant que soignant, c'est-à-dire que le patient prenne bien ses traitements, etc., et ce que le patient veut, c'est-à-dire garder une vie normale. D'accord ? Donc tout ça, ce sont des compromis à trouver. Rapidement, comment ça fonctionne ? Un patient, maladie chronique, on le reçoit, on démarre le TP comment ? Il faut faire un bilan d'éducation. D'accord ? C'est-à-dire, quels sont les besoins de mon patient ? Le TP, c'est individuel. Malgré le fait qu'on fasse beaucoup de séances collectives, ça reste quelque chose qui est individuel. Alors, le bilan d'éducation, c'est quoi ? Donc, le BEP, peut-être que vous le connaissez, c'est-à-dire, c'est expliquer au patient mes intentions. Quelles sont mes intentions éducatives pour lui et qu'est-ce que je vais mettre en place pour arriver sur les objectifs qu'on va définir ensemble.
Évidemment, être à l'écoute, d'accord, du patient dans sa complexité et sa singularité. On a souvent des patients qui sont polypathologiques, qui n'ont pas qu'une seule pathologie. Évaluer sa situation personnelle, et après, il va falloir explorer évidemment tout l'aspect biomédical, psychoaffectif, socio-professionnel, cognitif, identitaire, etc., etc. Donc, prendre le patient dans sa globalité. Et une fois qu'on a fait tout ça, donc ça prend quand même un peu de temps, et là, on va définir un plan d'action avec lui, toujours avec lui, on explique toujours au malade qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on le fait, etc. Et donc après, on va définir des objectifs éducatifs. Donc généralement, ce BEP, c'est une infirmière qui le fait, là où je travaille, d'accord. Et puis, ce sont des entretiens qui durent 40, 45, 1 heure en fonction des demandes et des patients. Une fois qu'on a identifié bien ses besoins, donc on convient des objectifs éducatifs, on explique aux patients quels sont les objectifs éducatifs et ce qu'on va faire pour y arriver, d'accord. Et ensuite, on va déterminer l'intervention éducative ensemble. Encore une fois, donc je l'ai bien dit, ce sont souvent des ateliers collectifs, il y a aussi des ateliers individuels, mais évidemment, c'est un projet éducatif individuel. Ça, c'est une slide que j'ai prise sur le GRIEPS, donc qui fait de la formation du coup pour les soignants, c'est avec eux que j'ai fait ma formation. Donc en fait, ce que je trouve hyper intéressant, ce sont les processus d'apprentissage. Donc le BEP, ce que j'ai dit, donc le bilan d'éducation, le patient ne sait pas qu'il ne sait pas. D'accord. Ensuite, on va définir ensemble des objectifs éducatifs. Donc le patient, il comprend qu'il ne sait pas. D'accord. Il ne sait pas gérer son traitement, il ne comprend pas sa maladie, etc. Donc là, il commence à comprendre qu'il ne sait pas. Et à la fin de l'éducation thérapeutique, il sait qu'il sait. D'accord. Donc on a formé le patient. Et en fait, après, il y a tout un travail d'évaluation que le patient va faire, d'auto-évaluation, etc. Et parfois, il faut revenir dessus. D'accord. Donc les patients qui ont des maladies chroniques, c'est des patients qu'on suit au long cours et qu'on revoit. Et pour lesquels on peut refaire aussi des TP, ça arrive souvent. Les outils et les techniques d'apprentissage. Hyper important, évidemment, c'est centré sur le patient. Écoute active. Écoute active, écoute active, écoute active. On laisse le patient parler. D'accord. Les médecins, quand ils voient les patients, souvent, ils n'ont pas le temps de parler, d'écouter, etc. Nous, notre rôle de soignant, en tant que paramédicaux notamment, on est là pour écouter les gens. Écouter les gens et entretien motivationnel. Alors, des techniques pédagogiques éventuelles qu'on peut faire en ETP, ça peut être plein de choses, des exposés interactifs, j'ai donné quelques exemples, des études de cas, des tables rondes, des ateliers. On va simuler des gestes techniques, encore une fois, l'insuline, par exemple, l'activité sportive, des jeux de rôle, des témoignages, des documentaires, etc., par exemple. Pour ça, on va utiliser des outils différents, par exemple des vidéos, du photolangage, des brochures, des objets de la vie courante, du brainstorming, ça marche bien, des nuages de mots, il y a plein de techniques et d'outils qui existent. Je vais en parler un petit peu après. Et évidemment, le choix de la technique d'animation que vous allez faire, en fait, elle dépend de vos objectifs éducatifs. D'accord. Ça, c'est quelque chose que j'utilise, la mallette Comet. Je fais de l'éducation thérapeutique pour des femmes qui sont greffiers rénales et qui développent en post-greffe souvent une alimentation un peu compulsive, émotionnelle, etc. Et c'est des patients pour lesquels à qui on propose ce genre d'atelier. Et la psychologue avec qui je travaille, elle utilise ça. Donc, c'est des outils qu'on utilise à deux, puisqu'on travaille à deux. Donc, ça s'appelle la mallette Comet. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver facilement, assez gratuit, c'est accessible sur Internet. Et donc, c'est des petits supports, des petites images comme ça qui vont favoriser en fait l'expression des dimensions psychosociales dans le discours du patient et nous, qui vont nous permettre en tant que soignants de mieux les repérer. Donc, ça, voilà, c'est toute une dimension un peu psychosociale et en fait, on va évaluer le développement des compétences psychosociales des patients. Donc, je vous ai mis quelques cartes. Les cartes aidantes. Donc, il y a tout un tas de cartes aidantes. Donc, quels sont les aidants, par exemple? Quels sont les aidants que vous connaissez dans votre quotidien? Donc là, le patient va se saisir des cartes qui vont lui correspondre. Quelles sont les cartes événements? Donc là, j'ai mis instauration d'un traitement, par exemple. D'accord. Donc quelque chose dont il souhaite parler, un événement éventuel en lien avec sa maladie. Donc tout pareil, il y a plein d'exemples. Des situations au quotidien. Donc là, par exemple, j'ai mis boire un café à la maison. Ça pourrait être autre chose, quelque chose qu'il a envie d'aborder au cours de l'ETP. Les valeurs. Quelles sont les valeurs qui lui sont propres? D'accord. Donc voilà, plein de cartes valeurs, les cartes émotions, ça c'est des cartes dont on se sert beaucoup, et les stratégies d'adaptation. D'accord. Quelles sont les stratégies d'adaptation que le patient va essayer de mettre en place dans son quotidien? Ce sont des exemples d'outils thérapeutiques qu'on peut utiliser pour faire de l'ETP.
Ça, c'est trop bien aussi. C'est monté par le CRES, donc, et puis en lien avec l'ARS. Ça s'appelle ETP en scène, IDM. Ce sont des choses que je vous invite à regarder sur Internet. En fait, ce sont des films supports qui ont été créés donc, et qui en fait, c'est des acteurs qui vont mimer des scènes de la vie courante, en fait. Et ça s'inspire, donc je l'ai écrit, de situations qui sont rencontrées par les patients. Donc par exemple, le film numéro 4, c'est faire face à la pression de l'entourage. Typiquement, voilà, ce patient, c'est le monsieur qui est devant, donc c'est un patient qui a une maladie chronique et qui se retrouve dans un repas de famille avec un anniversaire, etc. Donc il y a toute l'histoire, ben voilà, est-ce que ça je peux le manger, est-ce que ça je peux pas le manger, etc. Et donc la femme lui dit, mais non, tu peux pas parce que tatati tatata. Et puis sa fille lui dit, bah si, il faut parce que c'est un moment festif, etc. Et donc en fait, bah, c'est une scène de la vie courante. Et du coup, bah, derrière nous, en tant que soignants, il y a des choses qui vont ressortir dans les discours des patients et c'est des choses dont on va se servir après pour discuter. Autre exemple, donc j'ai mis encore là en lien avec l'alimentation, résister à la tentation alimentaire. Donc là, on a deux femmes qui sont des collègues de travail et donc celle de droite, voilà, elle a une maladie chronique et en fait, son boss lui met la pression pour X raisons et donc elle a une émotion qui l'envahit et elle a très envie de manger X, Y, etc. Et sa collègue en plus lui dit mais non, tu peux pas, tatati, enfin bref, et rebelote. Donc ça ouvre sur une situation de la vie courante. Et du coup, les patients vont dire voilà, moi j'ai déjà vécu ça et j'ai fait ça, etc. etc. Donc, ouverture de discussion. Et donc, il y a plusieurs films, il y a 9 films que vous pouvez retrouver en libre accès sur YouTube. Ces outils permettent de favoriser donc, la prise en compte des compétences d'auto-soin, d'accord, on y revient, et psychosocial au sein des programmes d'éducation thérapeutique. Donc, super outil qu'on utilise concrètement. Voilà, donc là j'ai mis un peu de détails. Présentation de l'activité en 1, 2, diffusion du film. Donc on va expliquer aux patients qu'on va faire ça. On explique toujours aux gens qu'est-ce qu'on va faire au cours d'une séance. On va diffuser le film et l'objectif, ça va être la description des cas. On va analyser les problématiques. On va faire le lien entre le film et l'expérience des participants éventuellement. Rechercher des perspectives, des solutions. Puis éventuellement une synthèse. Ça, c'est une proposition. Après, c'est libre à vous de faire ce que vous voulez en ETP. Voilà, donc par exemple, on décrit la scène, on va décrire la problématique, éventuellement les facteurs qui sont favorisants, qui sont à l'origine de la problématique, les ressources, les faiblesses des personnages qui sont en train de jouer, les actions qui sont mises en place par les personnages, est-ce que c'est efficace, pas efficace, les difficultés éventuelles, et puis faire le lien avec leur situation personnelle, parce que c'est ça l'objectif. Et ensuite, on va définir des pistes de réflexion. Alors souvent, les patients, en fait, ils trouvent les solutions tout seuls. Oui, moi je fais ça, tatati, et moi je fais ça, etc. D'accord ? Voilà, après je vais expliquer un petit peu ce que moi je fais. Ça, je n'utilise pas, mais je pense que c'est super à utiliser. J'aimerais bien que mon kiné le fasse, donc je lui en ai parlé. Ça s'appelle la mallette Planète, pareil. Donc on va demander un peu de parler d'activité physique. Ça, promouvoir l'activité physique en éducation thérapeutique. D'accord ? Ça a l'air d'être un super outil que je ne connais pas. L'intérêt, c'est quoi ? De faire de la promotion d'activité physique en ETP et rebelote. Donc c'est tout un support en fait visuel avec des cartes, etc. Et des activités, des ressources. Pour intégrer la dimension d'activité physique dans les programmes d'ETP, quelles que soient les pathologies concernées. L'intérêt, j'imagine, c'est donc d'identifier les freins, toujours pareil, quels sont les freins à l'activité physique, comment on peut trouver des facteurs stimulants pour faire bouger les patients, renforcer les connaissances que les patients ont sur l'activité physique, souvent ils ont encore une fois plein d'idées, et puis éventuellement, à la fin de la séance, à ce que chaque patient reparte avec une activité physique qui lui est propre et qui pourra éventuellement mettre en place dans son quotidien. Voilà, planifier sa pratique en activité physique. Donc je pense que ça, c'est quelque chose que je vais regarder d'un peu près. Voilà. Dans ma pratique, donc voilà, là j'ai mis 2 photos de mon quotidien. Donc je vais expliquer un petit peu ce que je fais en ETP. Donc je fais plusieurs choses. Donc je vous ai dit, moi je travaille en néphrologie sur la maladie rénale chronique et on fait 6 ateliers collectifs à peu près par an dans mon service, et ce sont des patients qui ont une maladie rénale chronique avancée et pour lesquels en fait on propose donc, des journées d'éducation avec un médecin nephrologue, avec une psychologue, une infirmière, un kiné aussi de temps en temps, et donc on fait, moi je fais tout un atelier sur l'alimentation en lien avec la maladie rénale. Voilà. Donc ça, c'est trop bien. En fait, l'intérêt, c'est que tous les patients, ils ont la même maladie. Donc au bout d'un moment, ils peuvent exprimer effectivement ce qu'ils ressentent avec cette maladie. Cet atelier, on le propose aussi pour des patients qui ont 30-40 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on va zoomer sur ces patients-là parce qu'ils ont des besoins. On a constaté, en fait, depuis qu'on travaille ensemble avec mes collègues,
que les 30-40 ans, c'est souvent l'âge un peu plus difficile pour les patients, parce que c'est des patients qui sont insérés dans la vie, qui ont un travail, qui ont des familles, des jeunes enfants, etc. Et vivre avec une maladie chronique quand on a 30-40 ans, c'est extrêmement compliqué. Donc, ils ont des besoins un peu d'éducation qui sont différents des patients qui ont 60, 70, 80 ans, évidemment, qui sont la majorité de nos patients, ou encore, on a aussi des ateliers pour des patients qui ont 18-25 ans. D'accord? Et pour le coup, les 18-25 ans, c'est encore une cible différente et qui n'a pas du tout les mêmes objectifs éducatifs. Donc, on a fait le choix dans notre service de dissocier ces tranches d'âge pour des raisons très particulières. Et vraiment, la plus-value d'avoir 30-40 ans que des patients qui ont cette tranche d'âge, elle est énorme. Elle est énorme parce que quand il est dans la salle d'attente, il se retrouve avec des personnes qui sont beaucoup plus âgées qu'eux. Et donc, pour s'identifier et se sentir malade chronique, en fait, quand on a 30 ans et qu'on vient en rendez-vous et qu'il n'y a que des papiers des maladies dans la salle d'attente, c'est parfois très compliqué. Donc, il y a tout un travail avec la psychologue aussi qui est mis en place dans ces ateliers et c'est super. Vraiment, on a des super retours des patients. Pareil, on a créé aussi, il y a depuis 2 ans, un groupe de parole, je vous en parlais, pour les femmes greffées, donc des femmes qui ont reçu une greffe de rein et qui développent en fait en post-op des problématiques liées à l'alimentation, donc alimentation émotionnelle un peu compulsive et parfois qui sont en difficulté. Et c'est des petits groupes de parole entre 5 à 10 femmes. Et du coup, pareil, donc avec là, c'est plus l'aspect psychosocial qui ressort, etc. L'acceptation du don, etc. Enfin, il y a tout un travail aussi sur ça qui est quand même conséquent et intéressant. Et ensuite, j'interviens en rhumatologie et je fais aussi un peu de TP sur des patients qui ont des maladies arthrosiques. D'accord ? Donc là, c'est plutôt l'alimentation santé, c'est des patients qui sont un peu moins, parfois un peu moins polypathologiques, si je puis dire, même s'il n'y a pas de niveau. Les intérêts pour moi de l'ETP, l'effet groupe, il est énorme, d'accord, il est top, d'accord. Je ne suis pas seule face à cette maladie, il y a d'autres patients qui sont comme moi, il y a des patients qui ont pire que moi, il y a des patients qui ont moins pire, on va dire. Donc les échanges, parfois les patients ils font tout seuls, on est juste là, on regarde, d'accord, ça c'est trop bien. L'entraide, d'accord, on s'échange des numéros, on écrit des groupes WhatsApp, ça arrive, les 30-40 ans, il y en a qui se disent moi j'ai été greffée et toi t'en es où, etc. C'est top, quoi. Le discours miroir, d'accord, donc ça c'est aussi l'intérêt du TP en atelier groupe, c'est-à-dire voilà, il retrouve un peu ce que l'autre va dire, il retrouve un peu sa propre situation, donc c'est intéressant. L'entretien motivationnel, quelles sont les motivations qu'on peut faire ressortir des patients qui ont plein de motivation. Rompre l'isolement face à la maladie, des échanges plus fournis avec les soignants. D'accord, mon atelier dure 2 heures, alors qu'en consultation, j'ai entre 20 à 40 minutes en fonction des jours. Donc forcément, on prend plus de temps pour eux, pour répondre à leurs questions, etc. Et puis eux, ils ont des questions qui sortent auxquelles ils n'avaient même pas pensé, donc c'est hyper intéressant aussi. Et puis voilà, nous, on a pris le parti aussi d'être peu de soignants, souvent. Pareil, pour le groupe des femmes, on est 2, voire 3 maximum. Donc voilà, on se met à leur niveau, on s'assoit autour de la table avec eux, etc. Donc on essaie de s'affranchir de cette barrière soignant-soigné. Pareil, je déjeune au self avec mes patients, je suis en tenue civile avec mes patients. Et donc on crée vraiment du lien. C'est des patients chroniques que je suis tout au long de leur maladie rénale. Donc c'est des gens à force que je connais et avec lesquels on crée du lien. Et donc ça c'est super parce que du coup il y a une vraie relation de confiance qui s'établit. Et donc en fait forcément s'il y a une relation de confiance avec le soignant, du coup on va avoir la compliance thérapeutique des patients et donc on va arriver à avoir ce qu'on veut pour eux bien sûr. Je termine avec ça. Les bénéfices de l'ETP sont quand même... Alors, les études sont peu nombreuses sur les bénéfices, sur l'efficacité de l'ETP, mais quand même, il ressort des études qu'il y a de l'intérêt au niveau de l'ETP. Ça a été prouvé au niveau des patients qui sont asthmatiques, avec la diminution des épisodes d'asthme nocturne, et pour des patients qui sont DT1, avec un impact significatif et durable sur le contrôle métabolique et les complications de la maladie. D'accord? Donc, c'est quand même prouvé par des études. L'ETP a permis la réduction du nombre d'hospitalisations et de séjours aux urgences des visites médicales qui sont non programmées. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très 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 intéressant. J'aimerais en faire un peu plus, si je peux, je le ferai. Parce que voilà, création de confiance dans l'aide-confiance, confiance, alliance thérapeutique, etc. Et puis c'est super de suivre des gens tout au long de leur maladie et de voir un petit peu l'évolution parce que nécessairement les conseils diététiques ils évoluent aussi en fonction de l'évolution de leur maladie chronique. Voilà, monsieur Damien. Est-ce que vous avez des questions? Oui. En l'activité physique, est-ce que vous pouvez faire de la marche,
comment ça va se faire? Est-ce que c'est un champ Alors, on aimerait bien. Ça existe au CHU, donc pas chez moi, ça existe en diabéto et ça existe aussi en géronto. Donc il y a 2 APA qui interviennent sur le CHU. Alors, ils font de l'activité adaptée. Après, parfois, ça m'arrive de faire des prescriptions de pas, mais c'est forcément des patients qui ont, effectivement, qui peuvent le payer, quoi. Mais ça m'est déjà arrivé de demander à un médecin avec qui je travaille de faire une prescription pour des rapports en ville. Mais pas à l'hôpital. Ouais, c'est ça. Tout à fait. C'est bon, c'était clair, ça vous a tous donné envie de faire de TP? Oui. Les séances de TP, du coup, c'est payant, c'est compris dans le parcours de soins du patient. C'est compris. Au CHU, c'est compris dans le parcours de soins. Un patient qui vient en consultation chez nous, qui est suivi chez nous, ça fait partie des outils thérapeutiques en fait, c'est des choses qu'on est obligé de leur proposer. Du coup, ils viennent sur base de volontariat. Alors, personnellement, moi, comme je disais, c'est des patients que je connais et en fait, avec les autres paramédicaux avec qui je travaille, c'est des gens en fait qu'on vit à l'hôtel. Ils sont pas forcés, hein, mais effectivement, on les incite fortement et généralement, les patients qu'on suit, ils le font quasiment. Ils finissent tous par le faire quasiment. Nous ne sommes que bienveillants, bien sûr. Oui. Pour prétendre à la formation de 40 heures, comment faut-il s'y prendre? Comment faut-il s'y prendre? Alors, je ne sais pas si, moi, en tant que CHU, je peux m'en bénéficier dans le cadre de mon contrat. Après, je ne sais pas si en externe, possiblement, vous pouvez quand même avoir accédé à certaines formations de 40 heures. Je pense, ouais. Je pense. Peut-être qu'il faut se rapprocher du TAP pour ça, au sein du CHU, pour voir. Je pense qu'ils acceptent de former des paramédicaux en ville, etc. Mais il faut se rapprocher. Enfin, on trouve leurs coordonnées librement sur Internet. Est-ce que c'est une compléter? Voilà. En fait, la formation ETP, il faut vérifier que votre diplôme actuel vous rend éligible à la faire. Et si, je ne sais pas de quelle formation initiale vous êtes issu, mais si vous êtes issu d'une formation initiale qui est éligible à l'ETP, vous pouvez vous rapprocher du GRIEPS. Nous, on a l'Association française des diètes et nutritionnistes qui propose la formation d'ETP. Enfin, il y a plein d'organismes en fait, qui vous proposent de faire cette formation. C'est une formation où il y a vraiment tous les paramédicaux qui participent et qui co-construisent. Ça ne sera pas spécifique diète, kiné, etc. C'est très ouvert, donc vous pourrez en trouver partout. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'en fait, pour valider un cycle de TP, il faut une évaluation. C'est-à-dire qu'en fait, le TP, il est quand même financé. Donc, en fait, le CHU a quand même un financement pour inscrire les patients à l'ETP. Il faut quand même que cet outil soit viable, en fait. Donc, en fait, à la fin d'un cycle de TP, il faut une évaluation. On clôture un cycle de TP, on l'initie par un BEP, un bilan d'éducation partagée, on fait les outils d'éducation, donc le patient participe à des ateliers collectifs ou individuels, et ensuite il y a une évaluation en fin de cycle, et en fait après ça clôture la session de TP, et normalement il y a un envoi au courrier au médecin traitant, etc., pour dire que tel patient a fait tel cycle d'éducation thérapeutique, etc. Et après il y a un financement quand même. Merci. Oui, pardon. Sur un cycle de TP, est-ce que le patient il participe nécessairement à toutes les séances qui sont comprises dans le programme? Donc, du coup, ça dépend effectivement du bilan éducatif partagé, de l'individualisation du programme. Alors, pour qu'un cycle soit validé, il faut que le patient ait fait 8 heures d'atelier de TP. Nous, par exemple, en néphrologie, on fait aussi des ateliers individuels sur la dialyse, tu vois, qui rentrent dans le cycle en fait, de l'ETP, qui sont cotés comme de l'ETP. L'atelier des cardiologues, c'est pareil. Mais en fait, que ces 8 heures, en fait, elles peuvent être n'importe quoi. Mais après, il faut proposer un outil éducatif qui équivaut à 8 heures d'éducation thérapeutique. Merci, quelque chose. Il y a tout ce qui est ligue, qui font aussi des ETP. La Ligue contre le cancer, la Ligue contre l'obésité. Toutes les ligues en général ont des ETP. Oui, je pense. Oui. Oui, voilà. Et maintenant, les médecins de santé pluridisciplinaires et les CPDS qui montent aussi leur programme de TP pour que finalement on ait une offre de proximité pour les patients. C'est l'idée, hein, que tout ne soit plus centralisé sur l'hôpital, mais qu'il y ait vraiment une offre de proximité avec des professionnels formés. Donc ça, c'est à mon avis, dans les années à venir, ça va se développer. Oui. Du coup, c'est le médecin qui décide si un patient doit faire de l'ETP. En fait, ça dépend des secteurs. Personnellement, non, pas chez moi. Chez nous, c'est souvent les paramédicaux qui
s'occupent de l'ETP, qui inscrivent les patients ETP. Après, il y a d'autres services, effectivement, c'est les médecins qui, si vous voulez, qui vont faire rentrer les patients